pour le ramener à la cellule. Et donc, ce qu'ont fait les gens, c'est plus ou moins prendre des vecteurs, par exemple, des vecteurs non réplicatifs, par exemple, prendre un virus de chimpanzé qu'on connaît très bien, qui ne fait rien chez les humains, et on peut le prendre, même enlever un gène de réplication, et donc ça permettrait plus à ce vaccin à ce virus de se répliquer dans les cellules, et qui permet par la suite de mettre notre gène qui nous intéresse, et ça sera tout simplement un véhicule qu'on va utiliser. Mais il y a d'autres technologies qui arrivent avec réplicatif, avec des virus qui ne font rien aux humains, mais qui se repliquent. Ça, c'est une autre technologie différente. Mais ça, tous les deux appartiennent à la famille, ce qu'on appelle les vecteurs viraux. L'adénovirus est le meilleur exemple de tout ça. Il y a une technologie révolutionnaire, c'est pas si nouveau que ça fait une dizaine d'années qu'on travaille sur ça. C'est carrément, au lieu de prendre le gène et le mettre dans des virus réplicatifs ou non réplicatifs, on va prendre l'ADN ou l'ARN et on va l'enrober dans soit des liposomes, soit des nanoparticules, et on va les offrir aux cellules, et ce qui va leur permettre d'entrer au niveau de la cellule, produire le gène qui nous intéresse, et par la suite, entraîner une réaction immunitaire, parce que le corps va le reconnaître, les cellules vont le reconnaître comme une protéine exogène. Et donc là, c'est les deux vaccins qui sont sur le marché, qui ont fait beaucoup de buzz. C'est pas, les gens pensent que c'est quelque chose de très nouveau, ça vient d'être fabriqué en une année, c'est pas vrai, ça fait une dizaine d'années que les gens travaillent sur ça. La quatrième technologie, c'est protein-based, c'est en fin de compte basé sur des protéines. Et donc, ce qu'on va prendre, c'est tout simplement des protéines recombinantes, des sous-unités de protéines ou des particules du virus, et on va les enrober encore une fois, soit dans les liposomes, soit des nanoparticules, et on va les offrir pour les cellules. Mais là, on n'a pas besoin de les traduire parce que ce sont déjà des protéines et le corps va réagir à ces sous-unités. Donc là, c'est juste pour vous dire que c'est plein de vaccins qui sont développés avec ça. Je pense que maintenant, on s'approche des 300 vaccins en cours de développement, avec à peu près 70 qui sont déjà dans les essais cliniques, avec 2 vaccins qui vont arriver sur le marché, je pense, ce mois-ci. Et donc là, juste pour dire que, à retenir de cette diapo, c'est tout simplement, c'est un processus de biotechnologie. Donc, si on se déconnecte, on revient sur le même lien. C'est juste pour rappeler. Donc, je reprends ma présentation. Et donc là, juste pour dire que ce que je vous propose de faire en groupe de 2 ou 3, c'est de prendre chaque technologie et de la regarder. Vous avez là à peu près 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, vous avez 8 technologies. Et même, vous avez même des propositions. Je pense que c'est très, très intéressant pour ce cours-là, c'est en fin de compte d'avoir des rapports dans ce sens. Donc, ce que vous allez vous faire, je ne sais pas combien vous êtes combien? 28, monsieur. Combien? 28. 28. C'est ça. 28. Oui, monsieur. D'accord. Donc, 28. Et donc là, il y a déjà 8 sujets qui sont là. Et donc là, les 8 sujets, c'est virus inactivé, atténué, réplicatif, non réplicatif. Avec tout ça, ce que je vais montrer par la suite, c'est des technologies qui sont déjà développées par des compagnies. Et vous pouvez même donner des exemples à partir de ces compagnies. Donc, le livrable de ce cours, c'est en fin de compte un rapport ou une présentation de quelques diapos, une présentation maximum 12 diapos, avec une technologie, avec un exemple. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Donc, je rappelle, le livrable serait que vous allez faire une présentation, avec 3 personnes, donc avec une technologie et avec un exemple des vaccins développés. Et donc, quels sont ces vaccins? Voilà, donc là, je vais le détailler un petit peu. J'avais parlé
de tout ce qui est au départ, c'est tout ce qui est inactivé ou atténué. Donc, c'est le virus qu'on va plus ou moins atténuer ou tuer et on va utiliser. La deuxième technologie, c'est en fait utiliser d'autres virus pour le faire. Troisième, c'est génétique, c'est l'utilisation de l'ARN, de l'ADN qu'on va mettre dans des liposomes ou des nanoparticules. Protein-based, c'est tout simplement des protéines de sous-unités ou des particules du virus qu'on va utiliser pour l'immunogénicité. À rappeler, il y a plein de gens qui l'oublient, il y a des essais cliniques. Ces essais cliniques, c'est en fin de compte, ils sont en train de regarder si les autres vaccins ne peuvent pas avoir un effet directement sur la COVID, ce qu'on appelle cross-immunization. Et donc, il y a 2 ou 3 essais cliniques dans le monde qui utilisent le BCG, qui est contre la tuberculose, mais qui l'utilisent pour voir si ça n'a pas un effet sur la COVID. Autre sujet que vous pouvez faire, et je pense, c'est regarder ce que j'avais dit tout à l'heure sur clinicaltrials.gov pour regarder si vous pouvez trouver des médicaments en phase terminale de développement. Ça serait très intéressant parce qu'il y a plein de médicaments, je pense, qui vont arriver le mois de mars et avril. Je pense que c'est une très bonne idée d'aller faire un criblage, de regarder les 560 médicaments. Donc, ça fait un 9e sujet, c'est en fin de compte les médicaments en cours de développement. Et donc là, je vais juste détailler petit à petit ces technologies pour vous aider. Et donc là, vous avez 2 choses. Donc, vous pouvez faire un vaccin inactivé et un vaccin inactivé de virus inactivé. Vous allez tuer votre virus. Là, ça pourrait juste l'atténuer. Et dans les 2 sens, ce que vous allez faire, c'est que le virus va rentrer et on va créer un antigène à travers le système immunitaire que vous allez détailler. Et donc là, il y a une réponse à ça par 2 manières, soit développer des anticorps qui vont attaquer directement ces particules, soit en faisant ce qu'on appelle une mémoire cellulaire, c'est-à-dire qu'ils vont se rappeler de ce virus quand il arrivera. Et donc là, il y a plusieurs compagnies qui l'ont fait. Je pense que Sinovac, ils ont déjà un qui est approuvé, je pense, en Chine. Et par contre, il y a celui de Sinopharm, c'est ce qu'on a utilisé. Et donc, Sinopharm, il y a 2. Il y a un qui est développé par Yuan Institute et l'autre par Beijing Institute. Et donc, celui de Pékin, c'est ce qu'on a pris au Maroc. Et donc, si quelqu'un peut regarder, il y a en fait un exemple à prendre. Pour l'atelier, si vous regardez, il y a un site que vous pouvez regarder, il y a toutes les updates, c'est-à-dire tout ce qui est récent. Il y a ce qu'on appelle le New York Times Tracker. Donc, c'est un tracker de New York Times. Tracker, c'est TRACKER. Ce tracker permet de regarder la situation d'aujourd'hui au niveau de développement des vaccins. Donc, ils vous disent le développement, quel type de vaccin, quelle phase, là où c'est. C'est sur le site du New York Times. Et donc, vous pouvez regarder, vous pouvez plus ou moins prendre des exemples. Et donc là, il y a 2 projets qui sont là, soit le virus atténué, soit le virus inactivé. Les protein-based, c'est très très simple comme idée. Soit vous prenez par exemple des particules de virus, soit vous prenez des sous-unités de protéines, donc M-protein ou spike protein. Et ce que vous allez faire, c'est plus ou moins, vous allez les introduire au niveau de la cellule, du corps, et le corps va les reconnaître, et il va plus ou moins produire des anticorps pour le faire. Et donc là, c'est la formulation qui va plus ou moins le faire. Donc là, vous avez, c'est les particules, par exemple, il y a la compagnie Novavax. Novavax va sortir avec un médicament, avec le vaccin, je pense qu'il va être autorisé cette semaine. Et donc, Inch'Allah, et donc là, c'est très intéressant de regarder. Et ce qui est intéressant avec ce vaccin, c'est en fin de compte, quand ils ont testé en essai clinique, ils ont démontré que dépendamment des pays et les variants qui existent, l'efficacité et la tolérance n'est pas la même. Et donc, quand ils ont testé aux États-Unis, c'était, je pense, les 80-90% d'efficacité. Quand ça a été en Grande-Bretagne, c'est 70 à peu près %. Mais quand ils sont partis en Afrique du Sud, c'est à peu près 50 à 60% d'efficacité. Là, je demande, est-ce que vous avez déjà fait un cours de développement de médicaments? Non, monsieur. Ou de pharmacologie? Non, monsieur.
Développement de médicaments, vous ne savez pas comment on développe un médicament? Non? Non, monsieur. Non, monsieur. Non, monsieur. Voilà, d'accord. Donc, rappelez-moi de le faire la prochaine fois, comme ça vous comprenez comment ça marche. Et donc là aussi, il y a plusieurs de projets. Il y a des gens qui peuvent prendre ça et des gens qui peuvent prendre ça. Et donc, la variabilité des vaccins dans les populations est très, très importante. C'est pour cela qu'on est en train de voir les variants qui existent au Maroc, parce que c'est une histoire très, très importante. Et donc là, c'est le deuxième process. Le troisième process, c'est ce qu'on appelle viral vector vaccine. C'est dans des vecteurs viraux. Et donc là, il y a deux types. Il y a le premier type, c'est ce qu'on appelle non réplicatif. Donc on va prendre par exemple dans le cas d'AstraZeneca Oxford, ce qu'on a pris, c'est qu'on a pris un adénovirus qui est un virus de chimpanzé qui ne fait rien chez les humains. Et on a même enlevé le gène qui permet de la réplication de ce virus. Donc ce qu'on utilise, c'est tout simplement comme un véhicule. Donc on va mettre quelque chose dedans et il va nous emmener là où on veut. Voilà. Et donc là, c'est ce qu'on a mis dedans, c'est le spike, et donc dans le virus, ça va être juste un vecteur pour emmener la spike protéine, la spike DNA au niveau de la cellule. De l'autre côté, on peut garder ça, c'est AstraZeneca. Des fois, on peut le laisser parce que, par exemple, dans le cas de measles, ça doit être la rougeole, je pense. On a juste un virus atténué, ça marche très, très bien. Très, très bien. Donc là, et donc c'est l'approche Merck. Merck est en train de venir avec un vaccin de ce type. Voilà. Mais c'est la même chose, on rajoute. Là, on ne détruit pas tout ce qui permet la réplication du virus, mais on rajoute un spike. Et là, c'est la même chose. Vous allez l'introduire, la cellule va le produire. Donc, comment ça marche? Ils arrivent au niveau de la cellule, l'ADN, le virus, il est détruit, l'ADN se retrouve dans le cytoplasme, il va migrer au niveau du noyau. Et donc, on fera la transcription et l'ARN va sortir et la traduction se fera au niveau du cytoplasme. Et la protéine S va sortir parce que c'est une protéine membranaire, reconnue comme une protéine étrangère, il y aura une réaction immunitaire. Donc, les deux passent par la même chose, sauf là que le virus, quand il va rentrer, il va se multiplier. Là, il ne se multiplie pas du tout. Autre chose dont on est. Donc, voilà, je disais qu'en fin de compte, je vais juste revenir en arrière. Donc, je disais en fin de compte, pour cette technologie-là, c'est on utilise un virus. Donc là, les compagnies qui ont déjà développé des vaccins, il y a une compagnie chinoise, CanSino, vous pouvez la prendre. Ça serait intéressant de prendre l'exemple d'AstraZeneca, surtout avec la discussion sur l'utilisation par des personnes. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Et donc là, ça serait très, très intéressant de regarder comment ça s'est développé, ces vaccins. Il y a aussi Sputnik qui est utilisé de partout. Donc, c'est un vaccin russe qui a utilisé les mêmes technologies. Il y a aussi Johnson & Johnson qui va arriver aussi ce mois-ci, Inch'Allah. Mais Johnson & Johnson, l'avantage, c'est en fin de compte qu'on a besoin d'une seule dose. Et donc là, au lieu de faire 2 doses, on va juste utiliser une seule dose pour atteindre l'immunité complète. Et donc là, ça aussi, c'est un adénovirus et donc ça va arriver ce mois-ci. Et donc, je vous invite à regarder ces technologies. Il y a des publications que vous pouvez trouver sur la description au niveau des essais précliniques, cliniques et tout ça, ça serait intéressant de le faire. Donc, les technologies qui ont plus ou moins de compte celles qui utilisent les acides nucléiques, que ce soit l'ARN ou l'ADN. Pour le moment, on n'en parle que celles de l'ARN, mais il y a aussi de l'ADN qui vont arriver. Et donc là,
Je vous montre les exemples de compagnies qui l'ont fait. Donc, Moderna, c'est déjà utilisé. BioNTech, Pfizer, c'est déjà utilisé. CureVac va arriver, c'est de l'Allemagne et ça va arriver dans les mois à venir. Il y a aussi Chinois qui sont en train de développer un. Donc, il y a plein de compagnies qui sont en train de développer. Et là, ce qui est intéressant, c'est des universités qui ont investi dans cette technologie. Comment ça marche? Eh bien là, on n'aura pas besoin de véhicules parce que ce qu'on est en train de faire, c'est soit prendre l'ARN du spike, soit l'ADN du spike. L'ADN du spike, on va le mettre dans une plastique et on va faire de l'électroporation qui va l'introduire et le mettre directement au niveau des cellules. Pour tout ce qui est l'ARN, on peut le mettre soit dans un liposome, soit on va le faire dans des nanoparticules. Il va s'attacher au niveau de la membrane. Et donc là, quand ça arrive au niveau de la cellule, et donc comme je disais, il est reconnu comme et qu'est-ce qu'il va faire? Il va être traduit en protéines. Protéines spike vont plus ou moins soit se mettre sur la membrane, soit sortir. Et là, ils vont être reconnus comme un corps étranger et par la suite avoir une réponse immunitaire. Quand vous faites de l'ADN, vous le transmettez au niveau des cellules et donc là, ce qui va arriver, c'est qu'une partie va rentrer au niveau du noyau et l'ADN va être plus ou moins transcrite en ARN messager. Et là, comme le processus normal de transcription, il va partir au niveau du noyau pour faire la traduction et on se retrouve dans la même position. Là, c'est en fin de compte, on n'utilise ni plus ou moins ni virus atténué, ni faire introduire ces cellules qui vont aux antigènes. Et là aussi, il y a plein de on le détaille, c'est très très important. Après ça, il faut proposer des vaccins. La proposition de vaccins se fait tout simplement sur la proposition, ce qu'on appelle soit des parties où le virus jusqu'à présent. Chaque pays. Dans chaque pays, vous êtes obligé de demander l'utilisation parce que chaque pays est souverain. Donc, par exemple, en Europe, c'est l'EMA, aux États-Unis, c'est le FDA, au Maroc, c'est la Direction de médicaments et pharmacies qui décide si vous avez un vaccin ou un médicament qui remplit toutes les conditions. Et donc là, une fois que vous avez cette approval, c'est-à-dire cette autorisation qui peut être temporaire ou complète, vous pouvez faire de la production. Mais là, pour tout ce qui est pandémie, ce qu'on a fait, c'est au moment qu'on faisait les essais cliniques, on a dit, voilà, on produit, c'est pour cela qu'on a des vaccins maintenant. On n'a pas attendu les autorisations pour produire, mais on a produit en même temps. Et quand vous faites un médicament, vous ne pouvez pas vous aventurer à produire avant d'avoir ces autorisations. Quand on est dans une pandémie, on peut faire les deux, les essais et produire parce que le temps est un facteur très important, l'argent ne l'est pas. Mais dans le cas où vous faites une approche par une compagnie pour un médicament, vous attendez d'avoir les essais cliniques terminés complètement avant de demander l'autorisation et avant de commencer la production. Et donc là, parce que la production doit être faite, ce qu'on appelle dans les conditions GMP, Good Manufacturing Practice, c'est-à-dire les conditions de standard de production. Et donc là, cette photo-là, ça vous donne une idée sur le développement de médicaments ou le développement d'un vaccin. Et je pense que ça pourrait être intéressant de le reprendre dans votre schéma de présentation.
Voilà, donc si je récapitule dont j'ai parlé aujourd'hui, et donc vous pouvez le noter, ça sera très très simple. J'ai essayé d'introduire qu'est-ce que c'est la biotechnologie, donc vous pouvez chercher ce que c'est. J'ai essayé dans un deuxième temps de parler des différentes applications, c'est-à-dire la biotech verte, la biotech blanche, et j'ai terminé par parler un petit peu de la biotech rouge qui nous intéresse. Et donc la biotech rouge, ça peut être de différents types dans le diagnostic, dans le traitement, dans le suivi, dans tout ce que vous voulez. Et j'avais insisté en fin de compte qu'il y a une combinaison et intégration de plusieurs disciplines dans la biotechnologie rouge, parce qu'il y a intégration de la bioinformatique, de la physique avec les scanners, de la chimie avec les molécules chimiques et tout ça. Et donc là, c'est un petit peu cette intégration qui permet de donner beaucoup d'avantages et d'applications pour la biotechnologie rouge. On a pris comme exemple aujourd'hui pour la biotechnologie rouge le développement des vaccins, parce qu'on est en train de vivre, ça c'est le quatrième point, parce qu'on est en train de vivre une pandémie. Et donc, j'ai rappelé que tous les processus, tous les vaccins sont le produit biotechnologique. Et j'ai élaboré, parlé de quatre technologies différentes. Et dans chacune des deux, il y avait deux exemples. Donc, j'avais parlé d'utilisation de virus pour la vaccination. Donc, il y a deux types, virus atténué, virus inactivé. La deuxième technologie, c'est ce qu'on appelle la technologie virale, de vecteurs viraux. Et donc, les vecteurs, il y a deux types. Il y a replicatif, non replicatif. Et donc, après ça, il y a les acides nucléiques, il y a l'ARN et il y a les techniques ADN. Et puis, on a parlé protein-based, c'est-à-dire basé sur les protéines. Il y a soit utilisation de particules virales, soit carrément de protéines, sous-unités de protéines pour faire le vaccin. Et donc, j'avais donné des exemples de chaque compagnie et on avait décidé ensemble, en fin de compte, que chacun d'entre vous, avec un triplet, par exemple, essayera de faire une présentation d'une douzaine, quinzaine de diapos en incluant ce processus que j'ai déterminé à la fin, qui est le processus de développement, c'est-à-dire en prenant un exemple de vaccin, déterminer comment ça a été fait l'analyse, mais ça, c'est universel, proposer comment on a proposé le prototype, qu'est-ce que ça a donné au niveau des essais chez les animaux, regarder au niveau des essais cliniques, qu'est-ce que ça a donné, la procédure là où c'était approuvé. Et là, je pense que c'est un petit peu un processus d'ingénierie, vous n'êtes pas obligé de le faire, la mass production, parce que là, c'est upscaling et c'est quelque chose d'autre. Mais ça, c'est juste pour dire comment on a développé ces vaccins durant la pandémie. Est-ce que c'est clair? Des questions?